les gens qui n'arrivent pas à se faire financer, c'est qu'ils s'y prennent très mal. Ils ne savent pas comment faire et forcément, on ne peut pas leur en vouloir puisqu'il n'y a pas de manuel qui soit disponible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un bien est déclaré en tant que résidence principale, la plus-value est totalement exonérée d'impôts, donc ça va être d'impôts et de prélèvements sociaux, donc c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'il faut toujours garder un certain niveau d'humilité. Il y a aussi parfois la réussite qui dépend pas en fait d'actions qu'on a mises en place, et simplement on a proposé la bonne solution au bon moment et en fait toutes les planètes se sont alignées. Vous n'allez pas devenir expert comptable, notaire, juriste, urbaniste, etc. Ça n'est pas possible, une vie n'y suffira pas. Vous avez besoin de connaître des bases, mais avant toute chose, vous allez être entrepreneur. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Yoni, comment vas-tu ? Salut Gérald, super, et toi ? Ben ça va, super. Merci d'être là aujourd'hui. Plaisir pour moi. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Yoni, c'est mon vrai prénom, Y-O-N-I. J'ai actuellement 36 ans, bientôt 37. J'habite à Lyon. Je suis né, j'ai grandi à Lyon. Au niveau professionnel, j'ai plusieurs activités et notamment une activité de marchand de biens immobiliers, c'est-à-dire que je fais de l'achat-revente, des opérations de rénovation, de division. Et également, j'ai un organisme de formation certifié Calliope dans lequel j'accompagne toutes les personnes qui veulent se lancer dans cette activité immobilière de marchand de biens à le faire dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, tu es passé par où avant de faire ça ? Tu es issu de l'immobilier au départ ou Alors, t'as un autre parcours ? absolument pas. Donc, j'ai suivi un cursus d'études générales. J'ai eu un bac S, puis un bac L aussi en candidat libre. À 23 ans, j'ai fait des études de philosophie, d'économie et de sciences politiques. Donc, absolument rien à voir avec l'immobilier. Je me destinais plutôt à être assistant parlementaire, député et à porter des costumes toute ma vie. Et à un moment donné, j'ai compris que ce parcours ne serait pas pour moi quand j'ai fait un stage au Parlement et que je me suis rendu compte que c'était vraiment un milieu véreux et de merde et que j'avais pas envie de m'impliquer là-dedans. Donc, après mes études, j'ai ouvert une société de déménagement parce que comme j'avais pas un rond et qu'il fallait bouffer, eh bien, et que je savais rien faire puisque j'avais fait des études de philo, il fallait bien trouver quelque chose. Donc, j'ai emprunté 3 000 € à mon frère, j'ai acheté un berlingot et j'ai commencé à faire des petits déménagements pour étudiants. Et de fil en aiguille, ça s'est transformé en une société avec une dizaine de collaborateurs. C'était ma première expérience entrepreneuriale. Et entre-temps, j'ai fait de la vente à l'étranger. Donc, j'ai vendu des cosmétiques en Australie, en Finlande, j'ai un petit peu voyagé. Et après, j'ai aussi fait, entre autres, un CAP de boulangerie, donc un CAP pour adultes, parce que j'ai compris que je voulais faire du travail manuel, mais que comme je savais rien faire, il fallait que j'apprenne. Manque de chance, j'avais le dos en vrac à cause notamment de mes expériences de déménagement. Donc, je n'ai pas pu continuer dans la boulangerie. J'ai ensuite fait de la vente. Donc, je fais de la vente beaucoup aux particuliers. Je travaillais avec des personnes âgées et également, j'ai vendu des projets de construction de maisons individuelles pour le compte de 2 constructeurs, un constructeur national et un constructeur régional. Et à partir de 2014, j'ai commencé avec mon frère. On a lancé une première opération d'achat-revente en nom propre. Et à l'issue de laquelle on s'est rendu compte que c'était une activité qui nous passionnait, que c'était donc ultra intéressant, très enrichissant, que ça pouvait être aussi très lucratif et que ça nous bottait bien. Donc on a lancé ensemble, comme on a décidé de professionnaliser cette activité, on a lancé en 2015 notre société de marchand de biens immobiliers. Super. Et cette histoire de déménagement, tu avais quel âge quand tu as commencé ça ? J'avais 26 ans. Ah oui, 27, ouais, ok, d'accord. 26, Il y a une 27 dizaine ans. d'années, quoi. Et tu peux recontextualiser vraiment les différentes possibilités qu'il y a dans l'activité de marchand de biens, s'il te plaît ? Alors, l'activité de marchand de biens immobiliers, alors il y a plusieurs choses à savoir qui sont, pour poser un petit peu un cadre, c'est que déjà, c'est officiellement pas une profession. Ça n'est pas reconnu en France comme une véritable profession. C'est surtout un statut fiscal. Même au niveau juridique, il n'y a pas de cadre strict qui réglemente cette profession, donc c'est un petit peu le Far West.
On pourra y revenir d'ailleurs, puisque ça a causé énormément de problèmes dans les années 80-90, avec des marchands de biens qui faisaient n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est surtout un statut fiscal. Donc, un marchand de biens immobiliers peut réaliser un certain nombre d'opérations. Il y a tout d'abord l'aller-retour. Donc, l'aller-retour, c'est vraiment l'embellie. Tu as trouvé un bien vraiment pas cher. Voilà, ton cousin t'a mis sur un tuyau incroyable. Tu achètes le bien, tu le revends sans rien faire. Donc là, typiquement, tu l'achètes à 10 heures, tu le revends à 11, tu fais rien, puis tu prends 40, 50 000 euros de marge à rien faire. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'idéal, c'est le rêve. Ça arrive. C'est de plus en plus rare puisque les marchés immobiliers un peu partout en France sont relativement tendus. Mais il faut savoir que ça existe encore et nous, de temps en temps, on arrive à rentrer des opérations comme ça. Mais ça représente environ 10-20% de notre chiffre d'affaires et pas plus. Après, si on veut réaliser du chiffre et de la marge, il faut amener de la valeur. Donc, de la valeur, ça peut être notamment sur les opérations de rénovation, que ce soit des appartements, des immeubles entiers, des maisons individuelles, des opérations de rénovation qui vont amener de la valeur, notamment de la rénovation lourde, là où en fait, le marchand de biens va réaliser de la marge et apporter de la valeur sur toutes les opérations qui vont faire peur aux particuliers. Donc, quand il y a de la grosse réno, que c'est vraiment pourri, donc là, les particuliers peuvent avoir peur d'y aller et c'est là que nous, on a une valeur ajoutée. Ensuite, il y a les opérations de division qui se subdivisent en deux. Donc, il y a la division de bâti et la division foncière. La division de bâti, typiquement, c'est tu achètes un immeuble qui est en monopropriété et tu le revends à la découpe. Ou alors, tu achètes un grand appartement que tu vas diviser en plusieurs studios et là aussi que tu vas revendre à la découpe. Et enfin, tu peux aussi acheter une maison individuelle, donc typiquement une grande maison qui a été construite, je ne sais pas, dans les années 60 par des gens qui avaient d'argent ou des besoins en surface habitable importants et qui ont fait une maison de 300 mètres carrés. Et aujourd'hui, tu te dis qu'en la séparant en en 3 logements de 100 mètres carrés, ça serait vachement rentable. Donc, il y a ces opérations de division de bâti. Une chose importante que j'ai oublié de préciser, c'est que la vocation du marchand de biens immobiliers, c'est vraiment de faire du commerce, c'est-à-dire c'est de faire de l'achat-revente. Un marchand de biens n'a pas vocation, comme un investisseur immobilier, un investisseur locatif, à conserver des biens. Puisqu'on va le voir, un marchand de biens immobiliers, notamment, prend un engagement de revente sur ses compromis, les compromis d'achat. Donc, le marchand de biens, il est là vraiment pour acheter du neuf. Nous, on travaille plutôt dans l'ancien et dans l'existant. Je reviens donc à mes histoires de division. On a parlé de la division de bâti et il y a également la division foncière, donc là qui consiste à prendre un grand terrain et à le diviser en plusieurs petits terrains, ou alors à prendre une maison qui est construite sur un grand terrain et à détacher une ou deux ou trois parcelles à bâtir et de revendre la maison séparément. Enfin, il peut y avoir aussi des opérations d'extension, c'est-à-dire extension d'un bâti existant, ou alors de surélévation, donc là c'est déjà des opérations un petit peu plus techniques, ou alors des petites opérations de construction, type construction de maisons individuelles et revente. Mais ça va être, on commence à plus s'approcher du métier de promoteur. Donc, c'est des opérations dans lesquelles les marchands ne vont pas systématiquement. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est un petit peu le cadre de l'activité. La promotion et les constructeurs et les promoteurs, c'est des métiers complètement différents. C'est quoi les nuances de... Entre constructeurs et promoteurs? Ouais, et marchand de biens, du coup. Et marchand de biens. Alors, il y a une double nuance, du coup, puisque constructeur et promoteur vont faire plutôt du neuf, alors que le marchand de biens va faire plutôt de l'ancien, c'est-à-dire qu'il va travailler en général dans l'existant, et les constructeurs et promoteurs vont faire du neuf. Et la différence entre un constructeur et un promoteur, pour la petite histoire, un promoteur est propriétaire du terrain, là où un constructeur, en fait, a un terrain qu'on lui a mis à disposition et il gère uniquement la partie construction. C'est plus un prestataire, quoi, le constructeur, en fait. Ouais, mais c'est vraiment deux activités qui sont différentes même au niveau du cadre légal. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend des grands constructeurs de maisons nationaux comme, je ne sais pas moi, Maison Phoenix ou des trucs comme ça, eux, ils sont uniquement constructeurs, c'est-à-dire que les gens vont les voir quand ils ont un terrain à disposition et eux, ils construisent juste la maison. Tandis qu'un promoteur comme Nexity ou Bouygues, lui, il va acheter le terrain, donc il a des prospecteurs fonciers. C'est d'ailleurs le gros du boulot des promoteurs, c'est de faire la prospection foncière. Ils achètent le foncier, ils construisent dessus et ils revendent après l'intégralité. Ok. Mais du coup, dans l'activité de marchand de biens, donc toi, t'es issu du commerce, en fait, si je comprends bien. Enfin, tes débuts dans l'immobilier, c'était à travers du commerce, chez un constructeur. Donc, t'es pas technique. Enfin, t'as pas un background de maçon ou de notaire ou voilà. Mais donc, du coup, les différentes compétences qu'il faut avoir pour être marchand de biens, j'ai l'impression que c'est hyper transverse comme métier.
C'est tout à fait exact. C'est une activité c'est ce qui fait sa richesse et son intérêt, effectivement, il faut rassembler énormément de compétences, puisqu'il y a, il y a, il y a, il y a un cadre assez strict. Il y en a plusieurs. J'aime bien parler de strates de complexité. Donc, on a plein de contraintes qui sont des contraintes réglementaires, qui sont des contraintes techniques, commerciales, financières, des contraintes de timing, des contraintes fiscales, bien entendu, et juridiques. Et il faut en fait réussir à superposer toutes ces couches de façon bien ordonnée pour que ton millefeuille ne se casse pas la gueule, en fait, si tu veux. Et effectivement, moi, je n'avais pas du tout de background technique, ni juridique, ni urbanistique. D'ailleurs, il n'y a rien du tout, à part vendre des choses, je ne savais pas faire grand-chose. Mais l'intérêt de ce métier, c'est qu'on peut quand même énormément sous-traiter. On peut énormément sous-traiter, donc il faut s'entourer de professionnels qui soient compétents. Et les compétences principales qu'il faut, c'est déjà l'urbanisme. C'est vraiment le numéro 1. C'est ce qui fait la différence entre un marchand de biens compétent et un marchand de biens qui est juste un touriste. Il y a toute la partie fiscale. Donc là, il faut un très bon expert comptable. Il faut avoir un excellent notaire. Ça va être le conseiller numéro 1 aussi du marchand de biens. Un bon géomètre. Donc, on a la partie, je reviens sur les contraintes. On a la contrainte réglementaire avec l'urbanisme, le droit privé, c'est-à-dire les règlements de copro, les règlements de lotissement, et également le code civil, avec toutes les notions de servitude et autres qui relèvent du droit privé. Et ensuite, il faut bien entendu des compétences techniques pour tout ce qui est travaux, division, etc. Il faut des compétences en fiscalité, il faut des compétences en financement, il faut bien entendu énormément de compétences en négociation. Donc là, c'est une faculté, on va dire, humaine à créer de la relation, à entendre l'autre et à comprendre ses besoins, à essayer d'y répondre au mieux. Et on essaie de maîtriser un petit peu tous ces aspects, de satisfaire un peu tout et tout le monde. Et si on arrive à peu près à tomber dans les cases et à tout aligner, alors on a une opération réussie qui va au bout. Et vis-à-vis des banques, justement, tu parlais de la partie financement. Bon, il y a une légende urbaine qui dit, alors est-ce qu'elle est réelle ou pas, que c'est très compliqué de financer une activité de marchand de biens. C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Alors, la légende urbaine dit même carrément que c'est impossible de se faire financer en tant que nouveau marchand de biens. Elle est fondée et infondée. Déjà, l'idée, ce qu'il faut comprendre dans l'immobilier en général et certainement dans le métier de marchand de biens, c'est qu'il n'y a pas de loi universelle et qu'il faut toujours mettre beaucoup de nuances dans ce qu'on dit et dans ce qu'on entend. Et une des toutes premières choses à comprendre au niveau de l'univers bancaire, c'est que l'univers bancaire en France n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a une notion de région déjà qui est très importante et une règle qui va être valable chez toi à Bordeaux. Par exemple, le Crédit Agricole dans ta région à Bordeaux ne va pas forcément appliquer les mêmes règles que le Crédit Agricole chez moi à Lyon. Et pareil pour la région Nord et pour la Bretagne, etc. Donc déjà, il y a cette notion de région et de politique régionale des banques. Et il y a certaines régions dans lesquelles c'est plus facile que d'autres, dans lesquelles c'est plus difficile que d'autres. Mais dans tous les cas, c'est absolument pas impossible de se faire financer quand on lance une activité de marchand de biens. Certes, c'est difficile. Là, il faut être bien clair, c'est difficile. Mais souvent, les gens qui n'arrivent pas à se faire financer, c'est qu'ils s'y prennent très mal. Ils ne savent pas comment faire. Et forcément, on ne peut pas leur en vouloir puisqu'il n'y a pas de manuel qui soit disponible. C'est un monde qui est assez fermé, assez exclusif. Et les banques ne cherchent pas nécessairement à faire rentrer des nouveaux clients marchands de biens. Elles n'ont pas nécessairement un gros intérêt, notamment parce que, en fait, traiter un dossier de marchand de biens, que ce soit un dossier à 300 000 ou à 3 millions d'euros, pour le banquier qui va traiter le dossier, c'est à peu près le même travail. Donc, en fait, souvent, le banquier n'a pas envie de trop se faire chier avec un dossier à 300 000, là où il peut en traiter un autre à 3 millions. Donc là, après, c'est le rôle du néo-marchand de biens, du marchand de biens novice, que de convaincre son interlocuteur banquier de lui prêter de l'argent. Et du coup, le mieux, c'est d'utiliser son banquier traditionnel. Si par exemple, j'ai eu une première carrière, je dis n'importe quoi, j'étais expert comptable et je décide de devenir marchand de biens, vaut mieux que je traite avec mon banquier qui me connaît ou vaut mieux travailler avec des banquiers spécialistes de l'activité? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers traditionnels, entre guillemets, ceux qui sont en agence et potentiellement donc ton banquier, ton interlocuteur privilégié à la banque, aujourd'hui, leur rôle de banquier, on va dire qu'il a été c'est une profession qui a été quand même assez mise à mal dans les 15 dernières années. Et aujourd'hui, les banquiers, on leur demande aussi de vendre des assurances, des téléphones portables et des choses comme ça.
parce que le modèle bancaire, c'est-à-dire vraiment le prêt d'argent, n'est plus rentable. Et donc, les banques, elles essayent de se diversifier au maximum. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a quand même peu de banquiers qui connaissent très bien le métier de banquier, puisqu'on leur demande de faire tout et n'importe quoi. Donc, ils ont une connaissance du monde bancaire qui est souvent malheureusement limitée, mais quand bien même tu aurais un banquier qui a un peu de bouteille et qui s'y connaît, les banquiers des agences de quartier ne connaissent pas le métier de marchand de biens. Ils ne savent pas ce que c'est, ça leur fait peur, et ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire, clairement. Et donc, quand tu vas aller les voir, que tu vas leur en parler, ils vont avoir peur. Et Dieu sait que les banquiers ne sont pas en général, ce n'est pas un peuple très téméraire, puisque leur métier, c'est avant tout d'être des gestionnaires de risque et de gérer le risque pour l'établissement qui les rémunère, c'est-à-dire la banque. Donc, quand ils te voient arriver avec ton opération qui est risquée, qu'ils ne comprennent pas, tous les voyants rouges s'allument, mais c'est quand même très compliqué. Donc, aller voir le banquier avec lequel tu as une bonne relation, ça peut être une idée, mais dans la plupart des cas, ça ne sera pas nécessairement très fructueux. Il peut être préférable d'aller voir ton banquier et lui demander qu'il te mette en relation avec justement le service promotion immobilière de la même banque qui t'ouvre des portes en fait. Mais ce ne sera probablement pas lui qui sera en mesure de traiter ton dossier, il ne saura pas faire. Et tu disais que tout à l'heure, ta première opération, tu l'avais fait en nom propre. Tu peux expliquer un peu le principe, s'il te plaît? Je vais expliquer, avant toute chose, avant d'expliquer, je vais dire que c'est quelque chose qu'il vaut mieux pas faire. Si les personnes qui écoutent justement ce podcast ont envie de se lancer dans l'activité de marchand de biens, il est préférable de ne pas... les opérations d'achat-revente sont des opérations de nature commerciale. Et donc, une opération de nature commerciale doit être déclarée en tant que telle, c'est-à-dire qu'il faut avoir une structure adaptée. Ce qui veut dire que l'opération en nom propre doit être théoriquement exclue et également l'opération avec une SCI doit être également exclue puisqu'une SCI, c'est une société civile, comme son nom l'indique, alors que l'achat-revente est une activité commerciale. Donc, on n'a pas le droit de faire une activité commerciale avec une structure civile. Ceci étant dit, il y a une certaine tolérance, on va dire, quand on fait, qu'on achète et qu'on revend en nom propre de temps en temps. Alors, c'est vraiment de temps en temps. On pourra revenir d'ailleurs sur le texte du Code général des impôts dans un instant, parce que c'est pas inintéressant. Mais donc, la toute première opération que j'ai faite, effectivement, c'était en nom propre. Donc, on a acheté un bien qu'on a subdivisé. Voilà, un lot a été acheté par ma mère, officiellement. Le deuxième lot a été acheté par moi-même. Et on a fait les travaux. Et après un certain temps, on a revendu le bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un bien est déclaré en tant que résidence principale, la plus-value est totalement exonérée d'impôts, donc d'impôts et de prélèvements sociaux, donc c'est quand même assez intéressant. C'est une niche fiscale à laquelle l'État n'a pas encore trop touché, la niche de la résidence principale, bien qu'elle soit dans le collimateur de Bercy. Et si on est en résidence secondaire, c'est-à-dire vous avez déjà votre résidence principale et vous revendez un appart que vous avez en locatif ou autre, eh bien là, il y a de l'impôt et des prélèvements sociaux à payer, qui s'élèvent à 36,2%, et après, il y a des abattements qui sont faits sur la détention. Mais en tout cas, la toute première opération qu'on a faite, effectivement, c'était en nom propre, puisqu'il est aujourd'hui en France beaucoup, beaucoup plus facile de se faire prêter de l'argent par un banquier quand on vient acheter sa résidence principale ou un investissement locatif. Et est-ce qu'il y a des régions qui se prêtent plus à l'activité de marchand? Non. J'ai maintenant des élèves qui sont un peu partout sur le territoire français, enfin vraiment même de partout. On peut en faire n'importe où, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des spécificités régionales à connaître. Si on est en milieu urbain, typiquement en plein centre de Bordeaux, on ne va pas appliquer les mêmes règles que si on est dans la campagne du Gers. Tu vois, et certes, on peut en faire dans la campagne du Gers, mais ça va être quand même plus compliqué, plus subtil. Et le métier en milieu rural est différent du milieu urbain, par exemple. Donc, on peut vraiment en faire de partout. Par contre, il y a des spécificités à connaître. Et là, on va dire, c'est plus justement des notions commerciales, de se dire, le produit que je vais proposer à Bordeaux, c'est-à-dire typiquement le studio pour des étudiants, des trucs comme ça, si je vais le proposer à la campagne, c'est pas sûr qu'il se vende. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que tu bossais avec ton frère. Ça s'organise comment? Comment vous répartissez les tâches dans l'équipe? Alors, il travaille et moi, j'encaisse.
Non, mais en fait, ça dépend vraiment. Déjà, il y a une notion de géographie, puisque j'espère qu'il n'écoutera pas le podcast. Il y a une notion de géographie, puisque moi, j'habite plutôt dans le sud-est de Lyon et lui, il habite au nord-ouest. Lui habite vraiment à l'extérieur. Donc, déjà, s'il y a une opération qui se fait à proximité de chez lui, c'est plus lui qui va gérer, ou plus lui qui va aller faire la visite, ou s'il faut aller voir le sous-traitant d'Enedis pour qu'il nous fasse un devis, lui, il en a pour 5 minutes, donc c'est plutôt lui qui va y aller. À l'inverse, si c'est dans mon secteur, c'est plutôt moi qui vais m'y rendre. Après, il y a certaines tâches qui sont faites aussi en fonction des préférences et aussi des capacités de chacun. Et donc là, c'est toujours très important, et c'est une des choses avec lesquelles je commence mes formations, c'est de bien connaître ses points forts et ses points faibles, et d'être assez lucide vis-à-vis de ses limites personnelles. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un d'assez désordonné, assez bordélique, et donc tout ce qui nécessite justement d'être très ordonné, il est préférable que je m'en occupe pas. Et lui, en revanche, il est très ordonné, et très méticuleux. Donc tout ce qui est, par exemple, comptabilité, c'est plus lui qui va gérer. Moi, j'aimerais vraiment pas avoir à m'en occuper, surtout que la compta de marchand de biens, c'est très, très particulier. Ensuite, lui, par contre, il y a des trucs qui le gonflent, qui, moi, ne me dérangent pas. Typiquement, le relationnel, par exemple. Faire du relationnel, aller chercher des nouveaux partenaires, des choses comme ça, lui, ça l'emmerde profondément. Moi, c'est un truc qui plutôt m'amuse. Donc, il faut voir, en fait, on répartit déjà selon le temps que chacun a, et également selon les capacités individuelles, et enfin les préférences de chacun. Parce que quand on se crée une activité indépendante, quand on se met à son compte, qu'on crée un business, c'est quand même pas pour se créer des contraintes et se lancer dans des trucs qui nous emmerdent, comme quand on est salarié et qu'on nous impose de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et justement, est-ce que tu as un conseil pour les gens qui veulent se lancer en marchand de biens et qui se posent la question de s'associer ou non? Hormis la partie capitalistique, bien entendu, parce que plus on amène de fonds, bien entendu, plus j'imagine que c'est facile de lancer enfin, moins c'est compliqué de lancer une activité de marchand. Mais hormis ça, sur l'aspect purement opérationnel. Alors, sur l'aspect purement opérationnel, je pense que c'est intéressant de s'associer. Et comme toute chose dans l'univers dans lequel nous évoluons, il n'y a rien de monochrome. C'est-à-dire qu'il y a des avantages et des inconvénients au fait de s'associer. Le gros avantage, les avantages principaux à mes yeux, c'est que vous allez pouvoir, il vaut mieux trouver un profil qui vous complète déjà. Vous vous associez pas avec quelqu'un qui a les mêmes défauts que vous, sinon ça va juste pas être très fructueux. Donc quelqu'un qui vous complète, donc ça va forcément donc, vous compléter, donc vous allez constituer une équipe beaucoup plus forte. Également, il y a des gros moments de doute et de solitude dans l'activité de marchand de biens, puisqu'on joue avec des grosses sommes, et des emmerdes, vous allez en avoir si vous vous lancez. Et à un moment donné, vous allez avoir des emmerdes. Il n'y a pas longtemps, je discutais justement avec mon frère, il me disait, mais en fait, le métier de marchand de biens, c'est résoudre des merdes. Il y a des merdes qui arrivent, c'est inéluctable, il faut les résoudre. Et justement, si vous êtes 2 ou 3, c'est plus facile d'encaisser. Et également, il y a souvent des moments de doute, parce qu'on va visiter un bien à 300, 400, 500 000 euros, ça a l'air intéressant, on veut y aller, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on est 2 ou 3 et qu'on échange, c'est plus facile de se rassurer sur la rentabilité du truc, et puis on se donne du courage un petit peu les uns aux autres. Ça, c'est vraiment les gros avantages. Les inconvénients, c'est qu'après, il faut composer avec un associé, donc c'est forcément une certaine perte de liberté, il faut forcément il faut composer avec l'autre, il faut partager les gains, toutes ces choses-là qui sont un petit peu le revers de la médaille. Quand ton frère dit que l'activité de marchand de biens, c'est résoudre des problèmes, je me demande, enfin, c'est propre à l'entrepreneuriat de manière générale, hein, plus que réellement qu'à l'activité de marchand, j'imagine. C'est sûr, c'est sûr. Le fait est que quand tu es marchand de biens, en fait, comme souvent, c'est des structures qui sont unipersonnelles, où en fait, il y a juste les associés. La plupart des marchands de biens travaillent en solo. Tu es vraiment le centre de gravité des problèmes, puisque en fait, c'est toi qui portes la responsabilité du truc. Et tous les acteurs qui gravitent autour de toi, le notaire, le comptable, le géomètre, les acquéreurs, les vendeurs, les agents IMO, tout ça, eux, ils flottent un petit peu dans l'univers. Et si tu n'es pas là pour réaliser le centre de gravité et faire du lien entre tout ça pour que ça prenne, ça se délite, si tu veux. Et donc, il faut vraiment toujours tenir le truc pour que ça parte pas en vrille.
Et au niveau des gens que tu accompagnes en formation, c'est quel profil de personnes? C'est sur une première carrière ou c'est sur de la reconversion déjà qui viennent te contacter pour devenir marchand de biens? Alors, c'est intéressant puisque justement, ce week-end, là, j'ai tenu une formation de 3 jours à Lyon et j'ai pu échanger avec toutes les personnes et leur demander ce qui les avait, qui elles étaient, quel âge elles avaient, d'où elles venaient et pourquoi elles venaient apprendre justement ces compétences. Et il y avait vraiment une trame qui rassemblait tout le monde. Alors, souvent déjà, c'était des profils de personnes qui avaient au moins 30 ans. Il y a eu 2 exceptions qui avaient moins de 30 ans, mais en général, c'était la moyenne plutôt autour de entre 35 et 40. Des gens qui ont un métier, parfois un métier très qualifié, qui ont une appétence pour l'immobilier, mais qui s'ennuient, ou alors qui se rendent compte du fait que, et là beaucoup avec la crise du Covid, j'en ai plusieurs qui m'ont raconté, qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient des produits à usage unique dans leur entreprise et qu'en fait, le CDI, c'était pas du tout, c'était pas du tout la sécurité qu'on leur avait vendue quand ils étaient à l'école et qu'en fait, ils étaient licenciables à tout moment. Et ils se rendent compte qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte qu'ils sont sur un siège éjectable. Pour certains, ça a déjà été activé. Et donc, ils cherchent une reconversion ou alors un complément de revenu, puisqu'ils se rendent compte que se hisser au-dessus de sa condition socio-économique avec le seul salariat, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Et donc, souvent, ce sont des gens qui ou cherchent un complément d'activité ou alors sont en reconversion suite à une crise ou alors juste ils en ont marre et ils se font chier dans ce qu'ils font. Et quand tu dis qu'ils ont de l'appétence avec l'IMO, c'est sur de la loc essentiellement, sur de la location? Oui, il y en a beaucoup qui ont une expérience immobilière, assez riche d'ailleurs. Donc souvent, il y a des personnes qui ont fait plusieurs achats et reventes de résidences principales. Et il y en a aussi énormément qui ont déjà un patrimoine locatif assez conséquent. Je pense notamment à un participant qui était là, qui venait de Paris, qui avait 31 ans et déjà 1 million d'euros d'encours à la banque. Et ce n'était pas quelqu'un qui venait d'une famille particulièrement aisée, c'est juste quelqu'un qui a pris des initiatives. Donc souvent, une expérience immobilière déjà assez présente. Ok. Et tu leur conseilles quoi aux gens qui viennent en formation sur les premières étapes? Alors, sans nous spoiler ta formation, hein, c'est pas le but, mais au moins, je sais pas, les grandes étapes par lesquelles il faut passer et surtout les grandes erreurs qu'il faut éviter si on essayait de faire une petite méthodo checklist. J'imagine que ça s'adapte à chaque projet, mais il doit quand même y avoir un tronc commun. Ouais, tout à fait. Alors déjà, le truc numéro 1 que je vais expliquer aux personnes, souvent les gens qui veulent se lancer dans cette activité vont avoir tendance à vouloir vite apprendre du contenu très technique. Et notamment du contenu, je pense notamment au contenu de fiscalité qui angoisse beaucoup, alors qu'au final, il n'est pas si compliqué. Mais les gens vont se ruer tête baissée sur la fiscalité, les trucs comme ça, les trucs très techniques. Et mon rôle, c'est déjà de les arrêter et de leur dire, attendez, vous n'allez pas devenir expert comptable, notaire, juriste, urbaniste, etc. Ça n'est pas possible, une vie n'y suffira pas. Vous avez besoin de connaître des bases, mais avant toute chose, vous allez être entrepreneur. Donc, arrêtez-vous, prenez du recul et réfléchissez déjà à ce que vous voulez obtenir. Puisque l'entrepreneuriat, l'entreprise et votre activité de marchand de biens, au final, ça ne va être qu'un moyen. Un moyen pour obtenir notamment argent, temps et liberté. Mais la question, c'est cet argent, ce temps et cette liberté, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et là se pose la question véritablement des objectifs de la personne. Et c'est l'étape numéro 1 sur laquelle il faut vraiment consacrer de l'attention, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir au travers de ton activité? Est-ce que c'est plus d'argent? Est-ce que c'est plus de temps? Est-ce que c'est plus de liberté? Est-ce que c'est de l'intérêt? Est-ce que c'est connaître des gens? Puisque ces objectifs vont déterminer toute la suite. Donc non seulement ils vont déterminer tout ce que tu vas devoir mettre en œuvre pour avancer et réussir, mais également ils vont te servir de boussole dans les jours de brouillard. Puisque, comme on l'a déjà vu, il y a souvent des moments de doute, des moments d'incertitude, et le fait d'avoir des objectifs qui soient clairs et déterminés vont te guider justement dans ces périodes un petit peu difficiles. Et là, je ne vais pas te le montrer, mais juste là, derrière, sur le mur, là, il y a mon écran, et juste là, à côté, j'ai mes objectifs 2021 qui sont marqués. Et chaque année, je les renouvelle, je me fais une liste sur le pro, le perso, etc., puisque c'est hyper important d'avoir des objectifs qui soient très clairs. C'est l'étape numéro 1. Ensuite, après, dans l'étape numéro 2, c'est apprendre.
apprendre, c'est bien, il faut avoir quand même le minimum de connaissances en urbanisme, en fiscalité, en droit, en technique, en travaux, en finance, en commerce. Donc, bien entendu, se former. Ensuite, il faut bien s'entourer. Et s'entourer des professionnels, notamment dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire notaires, géomètres, comptables, les artisans. Ça, ce sont et des agents IMO aussi, bien entendu, sont vraiment les conseillers et les partenaires principaux. Choisir son secteur, choisir le type d'activité, le type d'opération qu'on veut réaliser et prospecter. Voilà les premières étapes pour se lancer. Se mettre à prospecter et prospecter sans relâche. Faire des visites, faire des visites, faire des visites. Parce que se former, c'est bien, mais on ne s'enrichit pas derrière son écran. Et marchand de biens, c'est un métier de terrain, donc il faut aller sur le terrain, il faut aller visiter des biens, il faut se familiariser avec les prix du marché, avec les acteurs du marché, il faut discuter avec les agents IMO, et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on progresse. Et donc l'erreur à ne pas faire, c'est justement de ne pas passer à l'action assez rapidement, si je comprends bien, c'est un peu ça l'idée. De vite appeler, quoi. De ne pas être Ouais, que sur c'est les ça. annonces. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont des éternels élèves et qui passent leur vie à suivre toutes les formations qui existent. Alors, moi, en tant qu'organisme de formation, je n'ai rien contre, hein. Je serais très content si les gens viennent suivre une de mes formations, mais si tu veux, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et donc, effectivement, le terrain, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement formateur. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut visiter, il faut faire des calculs de rentabilité, faire des plans, lire des PLU, se casser la tête, s'arracher les cheveux sur comment on fait pour réussir justement à rendre cette opération qu'on vient de visiter, la rendre rentable, et faire des offres, et se prendre des portes, et avancer. Toi, là, la suite, c'est quoi vis-à-vis de ton organisme de formation, vis-à-vis de ta boîte de marchand? Tu vois comment la suite à titre perso? Est-ce que tu peux préciser du coup Est-ce que tu as au niveau de la typologie d'opérations, peut-être que tu fais dans ta boîte de marchand, ou au niveau de ton catalogue de formation, etc. Est-ce que tu as déjà une suite qui est déjà un petit peu établie alors, sans nous spoiler, mais au moins, au moins voilà, nous donner un peu de visibilité. Ouais, je comprends, je comprends. Alors déjà, au niveau de l'entreprise de marchand de biens, on a justement eu la discussion avec mon frère. Il faut savoir que là, pour donner quelques chiffres, on est à peu près, on a fait un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros en 2020. Là, cette année, alors notre exercice se terminant en juillet, donc là, on fait l'interview au mois de mai. On a déjà une bonne visibilité sur notre chiffre d'affaires 2021. On devrait être au-delà, sans doute autour d'1 million, autour d'1,8 million, ce qui dans une année Covid, un exercice qui est en plein Covid est pas mal du tout. Notre objectif dans les années qui viennent, on a discuté récemment, c'est d'amener le chiffre d'affaires à 4 millions d'euros. Donc ça, c'est pour le chiffre de façon générale. Sachant que c'est beaucoup plus facile de passer d'1 million à 4 millions que de passer de 0 à 1 million. Ça, il faut que ce soit bien clair pour toutes les personnes qui écouteront. Et c'est d'aller sur des opérations qui n'ont pas nécessairement des niveaux de complexité largement supérieurs, mais plutôt des opérations plus chères. Puisqu'en fait, ça, c'est comme je te disais tout à l'heure par rapport aux banquiers, on s'est rendu compte que faire une opération à 200 000 ou une opération à 800 000, souvent, ça nécessite le même travail. Tu le fais juste dans des endroits où les gens ont plus de moyens. Et donc, il vaut mieux aller dans des endroits où l'immobilier est plus cher. Là, typiquement, on a une opération dans le viseur dont l'offre a déjà été acceptée à 920 000 euros. Ce sera notre opération la plus chère jusqu'à ce jour. Mais au final, elle ne demandera pas plus de boulot qu'une opération à 300 000 qu'on a récemment clôturée. Donc ça, c'est pour l'activité de marchand de biens. Ensuite, pour l'organisme de formation, c'est une entreprise qui a connu une croissance véritablement exponentielle et qui une grande réussite. Ça a explosé à partir du Covid et fin 2020 et début 2021, ça a vraiment beaucoup décollé. On a obtenu en 2020 la certification Calliope et donc toutes nos formations sont éligibles au CPF et autres dispositifs de financement. Donc ça nous a vraiment mis aussi sur la carte au niveau du sérieux des formations. Et les objectifs, c'est de consolider notre position et d'amener toujours des formations de meilleure qualité. Donc les formations présentielles, actuellement on a des formations présentielles une fois par trimestre qui durent 3 jours. On va les étaler sur 4 jours pour qu'elles soient plus complètes et plus digestes aussi. Et on va j'ai perdu. Donc, on va les étaler sur 4 jours, ouais, pour qu'on ait aussi un peu plus de contenu. Et on va en faire une tous les 2 mois, parce qu'il y a une demande énorme. Et là, tu vois, on est au mois de mai, j'ai déjà une liste d'attente pour le mois de septembre. Et au niveau des formations en ligne, c'est
de consolider la position, de toujours faire des mises à jour, de faire des améliorations. Il y a toujours une veille à faire, puisque tout bouge, la fiscalité, le droit, l'urbanisme, tout ça, ça bouge énormément. Et quand j'ai créé cet organisme de formation en 2018, j'avais vraiment à cœur d'être un modèle de qualité pédagogique. Alors, c'est pas pour me la péter, mais c'est vrai que souvent, il y a à boire et à manger dans les formations en ligne. Et il y a beaucoup de personnes qui, voilà, ont un jour éternué à côté d'un agent immobilier et puis se disent, tiens, c'est suffisant pour que je fasse une formation sur l'immobilier locatif. Et moi, je voulais vraiment faire des formations qui soient des formations de terrain, qui soient complètes, qui soient claires et qui soient des modèles, si tu veux, de pédagogie pour tout le monde. Et quand les gens les suivent, ils se disent, waouh, putain, c'est un truc de fou, j'ai jamais suivi une formation aussi claire, aussi bien organisée, avec un suivi aussi qualitatif. Donc, l'idée, moi, j'ai vraiment 100% de satisfaction sur mes formations. L'idée, c'est de continuer à faire du bon travail. J'ai une super équipe qui m'y aide, donc on est bien parti pour ça. Au niveau de tes formations présentielles, alors moi j'ai eu la chance d'être invité par Yoni et d'assister à une formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le déroulé, les speakers aussi qui viennent? Ouais. La formation présentielle, déjà, elle se déroule sur 3 jours, donc c'est extrêmement limité comme temps pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, donc c'est très très dense. Puis moi, j'ai envie que les gens repartent avec le maximum d'infos, donc je ne suis pas avare de contenu sur ces 3 jours. Ils repartent en général avec la tête bien, bien remplie. La philosophie déjà de cette formation se base sur justement cette appréhension du métier comme un espèce de millefeuille de complexité. Et donc, la toute première base, enfin vraiment les fondations, c'est la base, le socle personnel et entrepreneurial. Donc, comme je vous dis, les objectifs, les points forts, les points faibles, tout savoir, cette lucidité par rapport à soi-même. Une fois qu'on a posé ces fondations-là, on peut commencer à construire notre édifice. Il y a la strate réglementaire, donc on apprend l'urbanisme, on apprend un petit peu le droit privé, on apprend quelques petites notions de code civil, le droit de la copro, des lotissements. Pour nous aider à ça, j'ai mon notaire qui intervient, qui nous fait le plaisir de passer une demi-journée avec nous. Là-dessus, on a toute la partie commerce et business. Donc, on va apprendre typiquement comment calculer les rentabilités de marchand de biens, comment connaître son marché, quel type d'opération réaliser, connaître son public cible et amener justement des biens que le public cible recherche. Toute la partie négociation qui est absolument critique pour un marchand de biens. Par-dessus, on a tous les aspects financiers. Donc, comment se faire financer, qui aller voir, à quel moment, comment présenter un dossier de financement, comment aussi gérer le financement de ses acquéreurs, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en tant que marchand, on est en position d'acquéreur, mais également de vendeur. Donc, c'est très important d'appréhender le financement de ses acquéreurs. Et dans la partie financière, on a bien entendu la partie fiscalité qui est assurée par mon expert comptable. Donc Guillaume qui a un cabinet d'experts comptables avec une spécialisation sur les marchands de biens immobiliers, ce qui est très rare au niveau national, parce que là, franchement, des comptables qui savent faire, il n'y en a pas beaucoup. Et on a après toute la partie technique et travaux. Donc là, techniquement, par exemple, tu veux diviser une maison en appartements, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ce soit possible ? Les mises en copropriété, les reventes d'immeubles à la découpe, les reventes de terrains à bâtir. Et enfin, une fois qu'on a toutes ces compétences, là, on a mis toutes les feuilles les unes à côté des autres, si tu veux. Maintenant, il faut les superposer. Et la crème pâtissière qui va faire tenir tout ça, c'est ce qu'on appelle le montage d'opération de marchand de biens. Le montage d'opération, c'est ce qu'on fait en dernier. Donc là, on prend toutes les complexités, toutes les contraintes qu'on a apprises pendant 3 jours, et on monte le millefeuille et on voit comment on arrive à assembler tout ça en fonction de la chronologie, des contraintes, etc. pour que une opération fonctionne. C'est hyper dense et ça va être vraiment... j'imagine que ça va être encore mieux de le passer sur 4 jours. Parce que c'est vrai que on part de là avec la tête bien remplie, mais très motivé aussi. Donc ça va être top si ça passe sur 4 jours, c'est vraiment top. Et c'est vraiment génial d'arriver à les faire malgré le contexte sanitaire, parce que c'est du présentiel et c'est vraiment bien. Je pense que c'est vis-à-vis de ton marché, le côté présentiel, c'est pas un truc qui est hyper répandu. Non, effectivement, c'est pas du tout hyper répandu. Et moi-même, quand je me suis lancé, je ne faisais que du format en ligne. Et en fait, j'ai remarqué, je recevais des demandes de temps en temps, des gens qui me demandaient, est-ce que tu fais pas du présentiel? Est-ce que tu fais pas du présentiel? J'ai dit, bon, écoute, moi, j'en fais pas encore. Mais l'idée a commencé à trotter dans ma tête. Et donc, en novembre 2019, un an après avoir lancé mon activité de formation, je me suis dit, je vais faire un ballon d'essai.
Et je me suis dit, je vais mettre une vingtaine de places à 1300 balles. Voilà, j'ai réservé une salle dans un hôtel à 1300 balles et je me suis dit, bon, bah, si j'ai 10 personnes, je serai content. Et en fait, j'ai vendu toutes les places en 2 semaines. Et j'ai halluciné et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un marché. Donc, non seulement au niveau commercial, l'aspect là, très business, on va dire, il y a un marché pour du présentiel. En plus, moi, j'aime beaucoup la pédagogie et le contact direct. Donc là, c'est pour moi vraiment un moyen de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Et ça n'a pas d'alternative, si tu veux, en ligne. Tu peux faire un Zoom quoi, avec tes élèves, mais ça n'a pas la même épaisseur, on va dire. Donc, c'est hyper intéressant. Et en plus, il n'y a que des formateurs enfin, il y a beaucoup de gens qui font de la formation en ligne, notamment dans l'immobilier. Et je le vois dans le langage de mes prospects, de mes clients. Souvent, ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Ils se disent, bon, bah, lui, il dit qu'il est expert, il dit qu'il fait des trucs, mais ses formations, qu'est-ce qu'elles valent? Je ne sais pas trop. Et en fait, amener une dimension présentielle, une dimension physique, avec des invités, comme on l'a dit, qui ont quand même une autorité qui est indiscutable, ça amène aussi, c'est une autorité qui rejaillit sur moi, si tu veux, en tant que formateur. Et les gens, ils se disent, bon, bah, en fait, c'est pas un mec qui vend des vidéos sur YouTube, c'est un organisme de formation qui organise des vrais événements physiques. Et là, ça amène, si tu veux, tu passes d'un truc qui est en 2 dimensions à un truc en 3 dimensions, en fait. Et là, les gens ils se disent, ah ouais, effectivement, c'est quand même du sérieux. Et je vois de plus en plus de demandes sur du présentiel, et notamment depuis la crise du Covid, en fait, les gens, ils en ont juste marre d'être devant leur écran à parler à des écrans. C'est sûr. Mais le fait d'être en présentiel, ça oblige, les interactions obligent à être un vrai expert. On peut pas juste être un vendeur de vidéo à ce moment-là. Parce que quand on est à table, les gens t'interrogent. Enfin, t'as pas de moment de répit. Alors, on peut pas juste mettre pause, aller sur Wikipédia, regarder la réponse. Ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un risque que certains ne prennent pas, quoi. Peut-être, c'est aussi énormément de travail de mettre en place un événement comme ça présentiel, que ce soit pour 10 ou 20 personnes, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Il faut coordonner ça avec l'hôtel, les participants, les trucs. Enfin, c'est vraiment du job. Donc, c'est vrai que bon, bah, il y en a qui vont préférer, et je les comprends quelque part, se dire bon, bah, en fait, moi, je me contente de vendre des vidéos en ligne parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Mais effectivement aussi, il faut un certain niveau d'assurance et d'expertise pour pouvoir faire un événement comme ça. J'aimerais qu'on revienne sur le succès commercial là, de tes formations. Tu vois que tu disais que tu avais scalé cette année. Est-ce que tu sais identifier des paramètres? Alors, bien entendu, il y a eu un contexte sanitaire où on a tous bien cartonné cette année sur Internet, faut pas se mentir. Enfin, on est beaucoup du moins. Faut pas dire tous, mais on est beaucoup à avoir bien fonctionné. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu des éléments qui t'ont permis de vraiment scaler des choses que tu aurais identifiées? Ouais. Alors oui, effectivement, déjà, il y a je vais séparer ça en 2 choses, puisqu'il y a des choses qui ont été mises en place, et aussi, je pense qu'il faut toujours garder un certain niveau d'humilité. Il y a aussi parfois la réussite qui dépend pas en fait d'actions qu'on a mises en place, et simplement on a proposé la bonne solution au bon moment, et en fait toutes les planètes se sont alignées. Je pense que ça a joué beaucoup pour moi, mais au niveau stratégique, ce que j'ai mis en place, si tu veux, quand je me suis lancé en 2018, j'ai fait, pour promouvoir mon activité, j'ai fait un petit peu de pub sur du search, typiquement sur AdWords. Moi, j'y connaissais que dalle, je ne savais même pas ce que c'était WordPress à l'époque, mais j'ai appris comme un grand, et j'ai lancé quelques campagnes de pub. Je me suis dit, je mets 3000 balles de pub, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis, pas grave. Et ça a marché. Donc, j'ai continué un petit bonhomme de chemin comme ça pendant quelques mois, et j'ai fait mon truc, j'ai continué à faire mes pubs, j'avais ouvert une chaîne YouTube, j'avais mis 3 pauvres vidéos dessus. Et en septembre 2019, si je remonte aussi loin, c'est que ces actions, en fait, ont eu des répercussions vraiment je pense, sur cette réussite dont on parle maintenant. Septembre 2019, j'ai participé à un séminaire de 2-3 jours organisé par Michael Ferrari sur le business en ligne. Et j'ai eu la chance de rencontrer Alex Cormon, donc on connaît tous les deux, qui est venu intervenir sur le business, enfin, le levier YouTube sur les business en ligne. Donc, ça m'a énormément intéressé. Et puis, un jour, le lendemain, il y avait des intervenants qui faisaient un truc sur la parentalité positive et le travail sur Instagram. Alors, moi, je n'ai pas d'enfant, et Instagram, ça me gonfle. Donc, je suis sorti, je m'ennuyais.
Et là, il y avait Alex qui était dehors. Et donc, comme j'avais énormément apprécié son intervention, je suis allé le voir, je dis, est-ce que je peux te parler et tout. Enfin, tu sais, genre, tu t'approches la grosse star et tout. Et puis, tu dis, ouais, mais super, bien sûr, et tout. Puis Alex Cormon, c'est quelqu'un de très, très gentil et super aimable pour ceux qui ont la chance. Attends, juste, on va contextualiser, on va faire un tableau pour ceux qui ne connaissent pas, même s'il est invité, et en toute franchise, on enregistre demain soir le podcast. Alex Cormon, il fait 2 mètres et quelques. C'est un ancien basketteur. C'est un monument physique et il fait 1 million de followers sur 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc c'est vraiment gros profil de business et même très très charismatique. Voilà. Donc voilà. Très charismatique, très successful, mais ceci dit, hyper abordable et vraiment d'une grande gentillesse. Et moi, comme un petit débutant de merde qui fait 3000 balles par mois, je suis allé le voir avec mes questions parce que son intervention m'avait vraiment mis le cerveau à l'envers. Donc, je suis allé lui poser 2-3 questions. Il m'a dit, mais bien sûr, vas-y, assieds-toi et tout. Il ouvre son ordi. Il me dit, c'est quoi ta chaîne YouTube? Il commence à regarder. Et il me dit, tu as fait combien de chiffre d'affaires sur l'année qui vient de passer? Je dis, bah, sur une dizaine de mois, j'ai fait 50 000 euros. Ce qui, pour moi, était déjà incroyable. Enfin, tu vois, 50 000 euros en ligne, moi, je pensais que c'était que, tu vois, dans l'immobilier qu'on pouvait gagner des sommes comme ça. Il me dit, écoute-moi bien, si tu as fait 50 000 euros avec une chaîne YouTube pareille, tu es assis sur 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, en fait, il y a un truc qui s'est passé dans mon cerveau. En fait, c'est comme si, tu vois, toute ta vie, tu as été enfermé dans une pièce de 4 mètres carrés. Tu crois que voilà, l'univers, c'est ça. Et puis d'un coup, on t'ouvre la porte. Tu te rends compte que tu es dans une maison de 300 mètres carrés et que, en fait, les possibilités sont beaucoup plus grandes que ce que tu imaginais. Et là, au niveau mindset, ça m'a vraiment fait un déclic. Et je me suis dit, ah ouais, truc de fou. Il sait de quoi il parle. Je vais écouter ses conseils. J'ai suivi d'ailleurs sa formation sur développer la chaîne YouTube. J'ai appliqué ses conseils à la lettre et ça a eu des répercussions immédiates sur mon activité. Donc là, le chiffre a vraiment commencé à grimper de façon substantielle. Et en fait, quand le confinement est arrivé, j'avais déjà un positionnement en ligne avec le trafic organique qui était assez assis. Donc quand les gens cherchaient des formations, en fait, j'étais là. J'avais déjà, si tu veux, mis mon stand. Quand les gens étaient là, attends, est-ce que quelqu'un vend de la limonade? J'étais là, ouais, moi j'en ai. Et donc, ça a participé, je pense, de cette réussite. Et au mois de mai 2020, j'ai eu l'agrément Calliope. J'ai mis en place après, donc là, ça a vraiment mis un tampon de sérieux, si tu veux, sur l'organisme de formation. Donc, ça a été un autre accélérateur. À partir de l'été 2020, on a ouvert nos formations à l'inscription CPF. Donc là, ça a mis un kick aussi de malade au business. Et à partir de fin 2020, donc, on a travaillé ensemble. Donc, tu m'as accompagné à l'été 2020, tu m'as accompagné sur la refonte du site Internet. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Oui, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai que moi, j'avais fait refaire mon site 3 fois en 1 an. Et j'étais jamais satisfait. Et tu m'as sympathiquement proposé de m'aider là-dessus. Et c'est vrai que déjà, le site était hyper pro. Donc ça a amené aussi du sérieux. J'ai pu ajouter le tampon Calliope dessus. En fait, si tu veux, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. À partir de fin 2020, on a travaillé ensemble sur la stratégie marketing, des nouvelles campagnes de pub, les appels des prospects. Et ça a encore mis un coup de fouet au business. Le premier trimestre 2021 a vraiment été le meilleur. Donc, les stratégies, pour résumer et répondre à ta question vraiment de façon synthétique, ce qui a beaucoup aidé, c'est au début, numéro 1, le contenu organique qui m'a positionné comme quelqu'un qui avait un message franc, clair, qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui plaît à certains. Ensuite, le sérieux, puisque j'avais que des témoignages positifs, donc il a commencé à avoir une réputation qui s'est créée. Le sérieux du site internet, le sérieux qui a été prouvé, la preuve par l'agrément, la certification Calliope, le CPF et après des campagnes marketing qui soient véritablement optimisées. Donc, si tu veux, on est venu mettre de l'essence, mais sur un feu qui était déjà présent. Mais en fait, ce que j'ai remarqué dans ton business, et en fait, c'est pas la norme, c'est pour ça que je le dis aujourd'hui, c'est que tu as tout fait dans le bon ordre. Et ça, je trouve ça vachement bien. Parce qu'en fait, tu as des business qui peuvent être plus gros, moins gros, peu importe. Mais en fait, tu dis, putain, mais ils auraient jamais dû mettre le Z avant le A, quoi. Enfin, tu vois, ça semble juste, ça a pas de sens. Et toi, tu as fait les choses dans le bon ordre. Ce qui fait qu'en fait, tu n'as jamais trop eu, je crois, de ce que j'en sais, de ralentissement ou de retour en arrière quand tu mettais en place des choses. Ça a toujours été les paliers
qui stabilisaient soit ton chiffre d'affaires, soit tes marges, ils étaient assez courts et tu recommençais à avoir de la croissance directe après. Et ça, c'était assez impressionnant parce que justement, tout était sain dès le départ. Un contenu qui crée une légitimité sur l'expertise et ensuite après, tu montes. Et aujourd'hui, ta chaîne, comparée à ton chiffre d'affaires, ton nombre de followers versus ton chiffre d'affaires, on pourrait croire qu'en fait, il n'y a pas de corrélation en fait. T'as eu et ça, parce qu'en fait, les gens à qui tu parles sont des personnes qui achètent. Donc en fait, t'as tout à fait, t'as vraiment là-dedans une cohérence qui pousse ta performance. Et je trouve ça vraiment vraiment top et chapeau, c'est cool, c'est vraiment bien. Merci, c'est gentil. Mais tu vois, quand j'ai commencé, comme je disais, moi, je ne savais pas ce que c'était WordPress. J'y connaissais vraiment rien. J'ai discuté avec un pote qui était un pote du collège et qui m'a dit pourquoi tu ne ferais pas des formations? Et je me suis dit, lancer un truc en ligne. J'y connaissais rien, vraiment rien. Et donc, j'ai suivi une formation sur comment vendre des formations en ligne. Pour info, j'ai fait la formation de Théophile Hélier qui était vraiment assez quali. Et comme justement, je n'avais pas de connaissances, je suis venu en toute humilité et j'ai dit, moi, je ne sais pas. Il y en a qui apparemment savent. Et ils disent qu'il faut faire comme ça, je vais faire comme ça. Et tu vois, tu dis, tu fais les choses dans le bon ordre et tout. Je prends le compliment. Et c'est aussi une forme d'ignorance. Et c'est là, je dis aussi, moi, j'ai suivi les étapes qu'on m'a dit de suivre. Et c'est là où j'ai cette mesure d'humilité de dire, il y a eu quand même une forme de chance puisque je ne savais pas ce que je faisais. Il s'est avéré que j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire, mais les conseils qu'on m'a donnés étaient bons. Et effectivement, donc ça a été à chaque fois, j'ai grimpé un petit peu, un plateau, grimpé, un plateau, grimpé, un plateau. Et à chaque fois, je me stabilise sur un plateau et après, hop, il y a une action qui me fait monter au plateau supérieur. Mais c'est top. J'ai 3 questions pour finir l'interview que je pose quasiment à chaque fois. Vas-y. Si tu pouvais en un claquement de doigts maîtriser le sujet que tu veux, le droit. Ça serait quoi? Le droit. Et vous choisissez jamais des trucs fun. Vous ne choisissez jamais des trucs fun, les gars. C'est incroyable. Mais les trucs fun, je les fais déjà. J'ai pas besoin de claquer des doigts. C'est bien, bonne réponse. Alors vas-y, explique-nous pourquoi le droit du coup. C'est à quel truc fun que tu penses? Parce que tu me dis. Ah non, je ne sais pas, justement. Connaître un truc. Vas-y, une réponse fun, ça pourrait être quoi, par exemple? Je sais pas, savoir piloter un avion, par exemple. Ça, c'est cool. Le droit, c'est pas cool. Non, je rigole, mais. Enfin, je vois pourquoi j'explique pourquoi je dis le droit déjà, parce que je trouve ça assez intéressant. Et franchement, celui qui maîtrise le droit maîtrise la galaxie, tu vois. Enfin, je le constate dans l'immobilier, franchement, avoir des connaissances en droit, c'est quand même. T'as un niveau, enfin, tu vois, tu as un niveau de clairvoyance par rapport à la réalité qui est vraiment tout autre par rapport au commun des mortels. C'est une connaissance, donc j'en apprends un petit peu en autodidacte, mais pas nécessairement. Mais apprendre à piloter un avion, je pourrais le faire. Tu vois, bon, je vais aller prendre des cours et apprendre facilement en quelques mois et ça va être cool. Même l'expérience, elle va être cool. Donc, j'ai pas envie de claquer des doigts. À la rigueur, j'ai envie de la vivre, l'expérience. Par contre, me taper 5 ans de fac de droit, je pense que c'est pas le truc le plus fun. Tu vois, donc je voudrais bien me connaître comme ça. Ok. Si tu pouvais te réincarner pendant 24 heures seulement, dans ce que tu veux, ou dans une personne, un animal, personnage fictif ou réel, mort, vivant, ce que tu veux, ça serait quoi? J'ai eu 2 choses qui me sont venues en tête. Un truc un peu. Vas-y. Je me serais incarné en Hitler en 1929 et je me serais mis une balle dans la tête. Option numéro 1. Et option numéro 2, pour être un peu plus léger, un aigle, par exemple. Un aigle et pouvoir voler pendant 24 heures. Ok. 24 heures, un aigle? Tu m'as dit que j'avais un choix. Hein. Donc, après, si j'ai le droit de me métamorphoser en d'autres animaux, je suis preneur. Ok. Et si tu pouvais revenir en arrière et changer une décision, un choix ou que t'aurais pris, ça serait quoi? Sur le pro, sur le perso, sur ce que tu veux. C'est intéressant. C'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi assez longuement. Honnêtement, je ne changerais rien. Je ne changerais rien, ni au niveau perso, ni au niveau pro, parce que j'ai pris des décisions parfois qui étaient sages, parfois des décisions qui étaient stupides. Mais en tout cas, toutes les décisions que j'ai prises, elles m'ont amené là où j'en suis actuellement, là où j'en suis aujourd'hui, au niveau perso et au niveau pro.
Et honnêtement, je suis extrêmement satisfait de la vie que j'ai, que ce soit à un niveau personnel, professionnel, familial, amoureux, intellectuel. J'ai vraiment une bonne vie, donc je suis content. Et je n'aurais pas eu cette vie si j'avais pris des décisions différentes. Donc, il y a des erreurs qui ont été faites, des moments qui n'étaient pas cool. Mais en tout cas, tous ces moments m'ont amené, toutes ces décisions m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Et comme je suis très satisfait de ma situation actuelle, ben, je ne changerai juste rien. C'est top. Et du coup, si on veut te retrouver, te suivre et éventuellement voir ce que tu fais, où est-ce qu'on peut... Alors, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par mon activité à aller voir déjà sur ma chaîne YouTube, Yoni le marchand de biens. Vous tapez Yoni le marchand de biens dans la barre de recherche. Vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, j'ai un langage qui n'est pas tout à fait conventionnel, qui est assez clivant. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ceux qui aiment sont les bienvenus. Ceux qui n'aiment pas, eh bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ensuite, vous pouvez aussi aller sur le site yoni-lemarchanddebiens toutattaché.fr et vous trouverez toutes les infos sur mes formations et autres. C'est top. Prochaine formation présentielle, tu sais quand est-ce que tu veux la faire ou pas? Ouais, c'est au mois de juillet et c'est déjà complet. Ah ben voilà, tant pis Juillet, pour nous. c'est Ben, il y a les complet. formations en ligne alors. Ouais, il y a les formations en ligne et la prochaine formation, la prochaine formation en présentiel, sera à partir du mois de septembre sur 4 jours avec de nouveaux intervenants. Donc, il va y avoir il y a des surprises dans les tuyaux. Ça va être vraiment quelque chose d'inconnu et de super unique en France. Ok, ben c'est top. Mais merci beaucoup pour ton temps. Je crois qu'on a fait Merci un de bon m'avoir tour. reçu. C'était cool. Ben, génial. Ben, c'était top. À bientôt. Ciao, ciao. Très bien, très bien. Bye bye.